Je ne veux pas de gaz dans mon fourgon. C'est un des objectifs importants que je m'étais fixé lors de l'aménagement de mon van Maurice. Ça m'a d'ailleurs pris des semaines en amont des travaux d'aménagement pour répondre à toutes les questions que posait cette contrainte et pour étudier toutes les alternatives. Et ça m'a aussi imposé de mettre plus d'argent que prévu dans mon aménagement pour réussir à faire tout boucler entre les besoins et le matériel nécessaire pour les assumer. Mais au final, est-ce que ça valait le coup de se passer de gaz à bord de mon fourgon et combien ça m'a coûté? Et ça, c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Même si Maurice est mon premier véhicule aménagé, je n'en suis pas à mon premier rodéo pour la vie nomade. J'ai en effet vécu près de 10 ans sur un voilier de 11 mètres et j'en ai tiré pas mal d'expérience, notamment en ce qui concerne la gestion de l'énergie. Et si la logistique pour le gaz m'a vraiment gonflé durant cette période, notamment à l'étranger, ce qui m'a définitivement écarté de l'utilisation du gaz en mobilité, c'est le bateau qui a explosé à 50 mètres de moi en pleine nuit au mouillage. Heureusement, il n'y avait personne à bord à ce moment-là, mais le choc a été terrible pour moi et dès le lendemain, j'ai viré mes 2 bouteilles de gaz. Il n'était donc pas question, bien entendu, d'en installer dans mon fourgon. Mais décider de ne pas installer de gaz à bord est un choix qui est très loin de faire l'unanimité dans le monde du van et du camping-car. Il semblerait même que le gaz y ait, étonnamment, beaucoup de défenseurs acharnés. Il faut voir les réponses condescendantes que je me suis pris sur les réseaux sociaux lorsque je parlais de ça durant l'aménagement. Mais le but, quand on aménage son fourgon, ce n'est clairement pas de copier ce que font tous les autres. C'est d'établir les meilleurs choix pour son programme et son budget, quitte à aller à l'encontre d'habitudes qui font quasiment l'unanimité dans le milieu et dont au final, on n'a pas grand-chose à faire. Bon, ok, c'est bien beau de ne pas vouloir installer de gaz, mais on fait comment? La première chose, c'est de lister les utilisations habituelles du gaz en fourgon aménagé et de chercher des alternatives. La première utilisation, bien sûr, c'est le chauffage. Là, c'est le plus facile. Il suffit de remplacer le gaz par le gasoil. Alors, c'est pas meilleur pour la planète, on est d'accord, mais du gasoil, on est censé toujours en avoir dans un fourgon diesel, donc la logistique est déjà là. Et accessoirement, le gasoil est bien moins explosif et inflammable que le gaz, ce qui est un aspect loin d'être négligeable, en tout cas pour moi. De plus, le coût du chauffage en lui-même sera assez proche. Il n'y aura pas de frais de contrôle de l'étanchéité du réseau et l'installation sera plus simple. Bref, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on installe encore des chauffages au gaz dans des fourgons ou des camping-cars. Deuxième utilisation, l'eau chaude. Là, c'est un peu moins facile, mais de très bonnes solutions existent. La première, c'est aussi le gasoil. Il existe des chauffe-eau qui fonctionnent avec ce carburant, et si on choisit ça, il y a aussi des systèmes qui combinent le chauffage et le chauffe-eau. C'est pas donné, mais là encore, une fois qu'on a intégré tous les coûts, ça se discute. Mais il y a aussi une solution bien meilleure, que j'ai utilisée, qui est le chauffe-eau à échangeur thermique connecté au circuit de refroidissement moteur. J'ai d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet la semaine dernière. Le prix d'achat est raisonnable, et ensuite, du moment qu'on roule, on a de l'eau chaude gratuite. Et quand on est en étape dans une aire, ils sont équipés d'une résistance électrique. Là encore, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on continue à installer des chauffe-eau au gaz ou au gasoil dans les fourgons et les camping-cars. La troisième utilisation du gaz, c'est le fameux frigo Trimix, une technologie ancienne qui vient d'une époque où les compresseurs en 12 volts n'étaient pas suffisamment efficaces et sobres pour être utilisés en autonomie. Sauf que désormais, ce n'est plus le cas. Les compresseurs 12 volts modernes consomment peu et sont d'une efficacité frigorifique redoutable. Et puis, les batteries lithium se sont démocratisées et permettent désormais de gérer un frigo à compression très facilement. Là aussi, il n'existe aucune raison valable pour se coltiner une technologie ancienne et peu efficace. Le frigo de 140 litres du bateau, en zone tropicale, donc chaude toute l'année, consommait en moyenne 50 ampères-heure par jour. La quatrième et dernière utilisation du gaz en véhicule aménagé, c'est bien sûr la cuisson. Et autant il est facile de remplacer le gaz pour les 3 premières utilisations, autant c'est un sacré challenge pour celle-là. Mais déjà, s'il ne te reste que la cuisson à gérer, le gaz n'est plus un problème en termes de logistique. Une petite bouteille tiendra des semaines sans problème dans ce cadre. Et si tu n'es pas un extrémiste jusqu'au boutiste comme moi, il te suffit d'utiliser les alternatives aux 3 premiers usages et de garder le gaz pour la cuisine. Ça n'a pas été mon choix, pour les raisons que j'ai indiquées plus tôt de dangerosité, mais je peux comprendre qu'on le fasse. Et du coup, il a aussi fallu que je réponde à ce problème lié à la cuisson. Et là, j'ai fait ce que je fais toujours lorsque je suis dans cette situation. Je compte, je mesure et je pousse les calculs le plus loin possible afin d'éviter les mauvaises surprises. J'ai donc fait des tests sur la consommation d'une plaque à induction et j'ai été agréablement surpris des résultats. Un feu à induction de 1500 watts consomme théoriquement 20 ampères-heure pour 10 minutes d'utilisation à fond avec une batterie lithium bien chargée dont la tension est au moins de 13 volts. Mais la consommation théorique implique un fonctionnement à 100% de la puissance sur la totalité de la période et la bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment jamais le cas. Par exemple, pour faire cuire des pâtes, on a 5 minutes pour mener l'eau à ébullition à la puissance max en continu. Et là, c'est 10 ampères-heure. Par contre, ensuite, on a 10 minutes de cuisson à 30% environ de la puissance pour maintenir l'ébullition, ce qui donne un peu moins de 7 ampères-heure, soit une consommation totale de 17 ampères-heure, ce qui n'est vraiment pas énorme.
Et on peut prendre d'autres exemples, c'est la même chose. Pour faire mijoter une recette, on va rester entre 30 et 40% de la puissance. Donc mijoter durant 20 minutes, c'est autour de 13 ampères-heure de consommation. Pour mon utilisation, à savoir cuisiner seulement le soir puisqu'à le midi je fais uniquement des salades, ça devenait parfaitement envisageable en termes de système électrique. En prenant une moyenne de 20 ampères-heure par jour pour la cuisson, j'étais très large. Et tellement large que mes données réelles de consommation sont de l'ordre de 350 ampères-heure par mois pour l'induction, soit autour de 12 ampères-heure par jour en moyenne. On est là très loin de ce que pensent intuitivement les gens de ce genre de matériel. Restait enfin la question de l'appel de puissance. 1500 watts, c'est 115 ampères tirés sur la batterie. Si on veut rester dans une proportion raisonnable, ça demande au minimum 230 ampères-heure de capacité nominale en lithium LiFePO4. Je te renvoie d'ailleurs vers la vidéo sur la comparaison des batteries pour plus de détails. Maintenant qu'on a listé les usages du gaz et les alternatives, il faut faire les comptes, dans tous les sens du terme, aussi bien pour le dimensionnement électrique que pour le budget. Mon fourgon, c'est ma maison et mon bureau. À ce titre, il me fallait une installation électrique conséquente pour tenir des journées de travail sur un portable avec un grand écran 4K et pas mal de périphériques. Je ne partais donc pas d'un système minimaliste. Et du coup, le surplus de consommation induit par la cuisson représentait une augmentation très faible de ce qu'il m'aurait fallu avec du gaz. Pour le boulot et le reste, hors cuisson, il me fallait environ 450 ampères-heure de stockage lithium. Avec la cuisson, ça arrivait un peu en dessous de 500. Pour ne pas avoir de soucis, je suis parti sur 600 ampères-heure en LiFePO4 et je te renvoie d'ailleurs vers la vidéo de dimensionnement de mon système électrique pour plus de détails. En termes de budget, c'était environ 1000 € de plus pour le surplus de batterie et 350 € de plus pour un second Orion de chez Victron pour la recharge en roulant. C'était aussi 750 watts de panneaux solaires au lieu des 500 prévus initialement, mais ça ne changeait pas grand-chose parce que les panneaux en 375 watts ne valaient pas beaucoup plus cher que ceux en 250 watts à l'époque. Le surcoût lié au passage en 100% électrique, c'était donc environ 1400 €. C'est loin d'être négligeable, mais une partie est compensée par moins de frais pour l'homologation et ensuite plus de frais du tout de recharge de gaz. Et surtout, ne l'oublions pas, je vis et travaille à l'année dans mon fourgon. Je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de voiture, donc 1000 € de plus d'investissement pour plus de confort et de sécurité, c'est pas vraiment quelque chose qui pose un problème. En quelques années, on doit pouvoir s'y retrouver. En tout cas, dans mon utilisation à temps plein, c'est clairement le cas. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que mon van Morris est tout électrique et que j'y vis et travaille depuis près d'1 an désormais. J'ai donc un peu de recul pour parler des choix qui me semblaient radicaux au début et tout à fait logiques aujourd'hui. Pour le moment, je suis totalement satisfait de mon installation électrique et de l'absence de gaz. Ça répond très largement à tous mes besoins et je n'ai jamais rencontré le moindre problème d'autonomie durant ces 10 derniers mois. Dont je rappelle, la moitié a été passée en road trip à l'étranger avec 3 mois en Turquie. J'ai très peu, mais vraiment très peu, fréquenté les aires de stationnement et donc les prises électriques du réseau. Finalement, j'ai été en autonomie quasi totale sur toute la période. Bien sûr, la gestion est différente si on est en juillet ou en décembre. L'élévation du soleil étant bien plus faible en hiver, il faut s'adapter. Dans ce cadre, le fait d'avoir construit un système d'inclinaison de mes panneaux solaires est un atout majeur. Même fin décembre, si le soleil est là, j'arrive à compenser ma consommation en 3 ou 4 heures. Sans soleil, je compense entre 40 et 60% de la consommation et avec mon stockage, je peux tenir plusieurs jours sans souci. Et s'il le faut, je modifie mon planning de déplacement pour rouler et recharger si besoin. Merci les 2 Orions, entre parenthèses. J'arrive même à utiliser une clim EcoFlow 5 à 6 heures par jour quand il fait vraiment très chaud et sans que ça impacte mon cycle de recharge en été. Et mon Nespresso fonctionne 6 à 7 fois par jour, 365 jours par an. Oui, on peut dire que je suis accro à la caféine sans aucun problème. Du coup, que tirer comme conclusion de ce choix qui paraissait totalement inopportun au début ? La première, c'est qu'il est tout à fait possible de se passer de gaz en vivant dans un véhicule aménagé. Et qu'il est possible de le faire avec un haut niveau de confort. Je rappelle que j'ai une clim, un air fryer, une Nespresso, une plaque à induction et un système informatique de bonne facture. Et même avec ce niveau de confort, il est possible de vivre sans stress de niveau de charge de ces batteries, même si ça demande quand même un minimum d'attention et d'organisation l'hiver. La seconde, c'est que c'est possible, mais à condition d'avoir bien anticipé son programme et sa consommation électrique. Mon programme me permet de planifier mes déplacements non pas en fonction d'obligations, mais en fonction de mes besoins de charge. Et ça change tout, notamment en hiver. Et ça changera d'ailleurs encore plus tout l'hiver prochain, lorsque je serai en Laponie. Puisque là, durant 6 semaines, je n'aurai comme seul moyen de recharge que mes Orions. La troisième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus et des jugements hâtifs de ceux qui pensent tout savoir lorsqu'on aménage son van. Chacun a sa propre expérience et son propre contexte. Un couple de retraités qui part l'été et se pose sur un camping aura des besoins radicalement différents de ceux d'un couple qui décide de vivre à l'année dans son fourgon et en voyageant aux 4 coins de l'Europe. C'est évident. Mais il y a des différences plus marginales qui pourtant auront des conséquences importantes pour de nombreux usages.
Lorsqu'on prépare son projet, la meilleure option, c'est de prévoir le plus de cas possible. Et chaque fois, calculer les besoins pour chacun de ces cas et voir si tout boucle à la fin. Enfin, n'oublions jamais que c'est le maillon le plus faible qui détermine la solidité de la chaîne. Donc pas besoin d'avoir des centaines d'ampères-heure de stockage électrique avec peu de moyens de charge. Ou inversement, tout est dans la cohérence. Celle entre tes moyens et ton projet, celle entre ton projet et ton aménagement, et celle entre ton aménagement et ton utilisation finale. Et ça ne vaut pas que pour le gaz ou l'électricité, mais pour chaque choix d'aménagement effectué. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la force de mon aménagement. Il est parfaitement adapté à mes besoins. Le point de cette vidéo, ce n'est pas de dire qu'il ne faut surtout pas de gaz dans un fourgon. C'était surtout de dire qu'il est tout à fait possible de le faire sans aucun problème si on estime que c'est le bon choix, ce qui était mon cas. Alors oui, ça impose plus d'électricité, mais on n'a rien sans rien. Et d'ailleurs, si tu es au moment des choix concernant ta ou tes futures batteries pour l'aménagement de ton fourgon, tu peux aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo très détaillée sur la comparaison entre les batteries lithium et AGM. Allez, à la semaine prochaine, ciao!